Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné-Critique, toute l'actu des films et séries à domicile et du cinéma avec Eve et Tofi. Voici le numéro 148 de la semaine du 17 décembre 2020 de votre podcast préféré avec les conseils de films et séries et l'actualité du 7e art. Bonjour Tofi, alors comment ça va ? Bonjour Eve et bonjour aux fidèles de notre podcast. Oui, ça va, mais la date du 15 décembre est passée et c'était ce fameux jour où les salles de cinéma auraient dû rouvrir. Ce mardi 15 a été en effet marqué par de nombreux témoignages, prises de position de personnalités et d'inconnus du monde de la culture, du théâtre et du cinéma. Et même des manifestations dont une à Paris place de la Bastille. À la demande de la Fédération des cinémas de France, de nombreux exploitants ont manifesté leur incompréhension, voire leur colère, en allumant les enseignes de leur salle ce mardi 15 décembre. Et même en Normandie, à Dieppe, un fauteuil de cinéma a été enflammé devant la salle de cinéma. Le reproche adressé au gouvernement est de considérer la culture comme un bien non essentiel et interroge. Sur quels critères on se base pour considérer nos salles de cinéma et de théâtre comme plus dangereuses qu'une assemblée dans une église et qu'il est acceptable de visiter une galerie d'art, mais qu'un centre d'art ou un musée est un endroit dangereux? La filière de cinéma ne digère pas l'annonce de la non-ouverture des salles. Les distributeurs et exploitants ne comprennent en effet pas cette décision annoncée 4 jours avant la date prévue. La déception est immense également du côté des réalisateurs. Charlène Favier, par exemple, prend son mal en patience avec son premier long-métrage Slalom, prévu le 4 novembre dernier, puis prêt à sortir le 16 décembre. On la cite. Je suis surtout très triste pour mon distributeur qui a mis le paquet. Il porte le film à fond depuis le départ. Il y a des affiches partout à Paris, dans les gares. On est un peu pris dans un étau. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et puis, je suis en colère de voir que les gens se ruent dans les supermarchés et les grandes surfaces et qu'à côté de ça, on ne rouvre pas les salles de cinéma et les théâtres alors que c'est beaucoup plus safe. Charlène Favier fait référence au fait que les commerces et les grandes surfaces ont rouvert alors que les salles de cinéma et théâtre ont joué le jeu depuis leur réouverture. Port du masque, y compris durant le film, et espace libre entre 2 sièges occupés. Ces décisions sont considérées par les professionnels comme injustes et appellent à une union sacrée. L'acteur français Charles Berling, qui mène la fronde, espère obtenir une réouverture au plus vite. Il n'hésite pas à déclarer que la culture est sacrifiée à l'autel d'un consumérisme absolument effroyable. On l'écoute sur une chaîne de radio. Je suis ici en ce moment à Toulon, les rues sont pleines, les centres commerciaux pleins comme partout en France, les trains sont bourrés. Oui. Et nous on a fait un travail de distanciation physique énorme, on est fermé depuis maintenant le deuxième confinement. La profession est accablée, est révoltée, n'a pas envie de supplier à nouveau. Vous dites quelque chose de très fort, Charles Berling. Vous dites quelque chose de très fort. Vous dites la culture est sacrifiée sur l'autel d'un consumérisme effroyable. Oui. C'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les décisions politiques ont des responsabilités et elles ont des responsabilités quand elles choisissent ce consumérisme au détriment de la culture elle-même, de l'art, c'est-à-dire d'autres choses que simplement la consommation. Oui. C'est-à-dire que non, nous sommes l'exception culturelle française et là c'est comme si avec son discours il avait fait une exception culturelle exactement à l'envers. Oui. Il a fait une exception culturelle pour dire ceux-là ils resteront fermés alors qu'on est d'une fragilité extrême. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, en situation difficile sur ce sujet, répond que, en effet, la culture fait vivre, mais les politiques de prévention empêchent de mourir. Et à contrario, certains ne partagent pas ce point de vue. Habitué à un discours souvent différent de la majorité, pour le réalisateur et acteur Mathieu Kassovitz, les salles de cinéma ne sont plus essentielles. On l'écoute sur une chaîne d'actualité. Non, c'est pas essentiel, excusez-nous, mais c'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est, non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison, vous pouvez... 1 an maintenant qu'on est face à notre propre mortalité et fragilité. En tant que cinéaste, moi je suis halluciné du changement de paradigme qui est dans la société, de passer de films de science-fiction à tout d'un coup c'est la réalité.
Parce que si vous prenez un peu de recul et que vous promenez dans la rue et que vous regardez une caméra et que vous voyez tout le monde avec les masques, si on vous avait mis ça dans un film il y a 5 ans, juste ça, des masques à 90 centimes, on vous aurait mis ça dans un film il y a 5 ans, vous vous dites, mais c'est un vrai film de science-fiction, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est le futur? Eh ben, on est en plein dedans. Donc, je pense que la réalité dépasse la fiction, que le cinéma n'est plus essentiel comme il l'a été à une époque. Malheureusement, les salles ne sont plus essentielles. Et je pense que je vais faire crier tout le monde. Je sais que mes potes, tous les gens avec qui je travaille, le futur du cinéma, malheureusement, il est plus là. C'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. Les tigres vont disparaître, quoi qu'il se passe. Les salles de cinéma sont vouées à disparaître, quoi qu'il se passe. Et là, c'est un accélérateur. Ce qui est sûr, c'est que la pandémie qui en mars prochain aura 1 an est un accélérateur de changements profonds dans notre société. Les process de production et de distribution des films sont en train d'être modifiés profondément et impactent toute une industrie. On l'a évoqué la semaine dernière avec les grosses sociétés de production américaines. La salle de cinéma n'est plus définitivement la seule manière de voir un film, ça on s'en doutait un peu depuis quelque temps, mais là, avec ces mesures et le couvre-feu à 20h, c'est devenu clair et évident. La seule grande inconnue, c'est de savoir si le public reviendra dans les salles quand ce sera possible. L'avenir nous le dira. Bon, en attendant, Tofi, comme on doit rester à la maison, les soirées vont être longues avec un couvre-feu à 20h. Quelques suggestions de films et séries à conseiller à nos auditeurs ? Oui, Ève, les plus anciens auront reconnu cette mélodie de Francis Lai qui a illustré et rendu célèbre le romantique film américain Love Story qui fête cette année un anniversaire, celui de ses 50 ans. Un film de Arthur Hiller avec la belle Ali MacGraw et Ryan O'Neal, sorti aux États-Unis en 70 et en France en 71. Un homme issu d'une famille aisée, étudiant, rencontre une jeune fille à la bibliothèque où elle travaille pour payer ses études. Malgré le fait qu'ils appartiennent à des classes sociales différentes, leur amour devient plus fort que tout. Love Story a été 4 fois nommé aux Oscars 71 et 5 fois récompensé aux Golden Globes 71. Meilleur film dramatique, meilleure actrice dans un drame, Ali MacGraw. Meilleur réalisateur Arthur Hiller, meilleur scénario Eric Segal et meilleure musique Francis Lai. L'amour sincère transpire dans ce film daté, mais qui a plutôt bien vieilli grâce notamment aux interprètes du couple qui jouent une passion sincère et simple et nous transmettent avec brio leurs élans sentimentaux. En effet, l'émotion qui se dégage du film est loin d'être à l'eau de rose et on se laisse porter par cette romance dramatique classique mais poignante. La musique de Francis Lai a beaucoup contribué à la popularité du film, en particulier la chanson intitulée Where Do I Begin, créée en anglais par Andy Williams et en français par l'une des interprètes fétiches de Francis Lai, Mireille Mathieu, sous le titre Une histoire d'amour, qui sera l'un des plus grands succès de l'année 71. Une page d'histoire du cinéma et de la musique avec ce Love Story qui aura marqué toute une génération. Un classique emblématique d'une époque que vous aimerez voir ou revoir. Si vous étiez trop jeune, demandez à vos parents leur avis. Le film culte Love Story est disponible en DVD et en VOD sur Orange, Apple TV, Bbox Vidéo et YouTube. ¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. On change de sujet et d'ambiance avec le film espagnol Julieta de Pedro Almodóvar, sorti en France en mai 2016 avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Ima Cuesta, Dario Grandinetti et Rosy de Palma. Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec Béa, l'amie d'enfance de sa fille Antia, la pousse à changer ses projets.
Béa lui apprend qu'elle a croisé Antia une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l'espoir de retrouver avec sa fille qu'elle n'a pas vue depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a gardé secret depuis toujours. En compétition au Festival de Cannes, ce film de Pedro Almodóvar est une réussite. Mélodrame sur la transmission et la culpabilité, il décrit avec précision et élégance une douloureuse histoire de famille à travers ses femmes. Pratiquement totalement absents comme dans pas mal de ses films, les hommes n'y sont ici qu'accessoires. Portés par un univers esthétique chatoyant et symbolique, il raconte pourtant une histoire sombre et écorchée qui gagne en profondeur au fur et à mesure qu'avance le récit. Loin des provocations et des excentricités des premiers films, oubliez le trop léger, les amants clandestins, le casting de femmes est ici une véritable révélation et la mise en scène font passer un souffle de rigueur, de fantastique et de dramaturgie incontestable. Almodóvar a super bien vieilli et gagne en maturité pour notre plus grand plaisir et confirme qu'il est un grand réalisateur. Julieta est un film mûr, triste et délicat, une grande réussite. La malédiction, la vengeance, l'amour, le destin sont autant de thèmes tragiques qui s'étalent sur l'écran au fur et à mesure que l'histoire se dévoile à nous. Ce film envoûtant est à voir sur DVD et Blu-ray, en streaming sur Filmo TV et en VOD sur Orange, Canal VOD, Apple TV et Rakuten TV. Anything? Fuck all. I ever tell you about the beautiful old battle axe I once found? Yeah, you married her. I've done that one for you before. Sorry to interrupt, but are you metal detectors? This is a metal detector. We are metal detectorists. On termine avec une série anglaise disponible sur Arte et qui s'appelle Detectorists, avec Mackenzie Crook et Toby Jones. Deux excentriques chercheurs de métaux un peu paumés qui traquent avec leurs détecteurs des trésors au cœur de la campagne anglaise. Tendre et lumineuse, cette série comique est aussi profondément attachante. Detectorists est à la fois minimaliste, reposante, naturelle, tendre et drôle. Ça fait du bien. Le couple formé par les deux amis devient rapidement attachant grâce à leur superbe interprétation faite de détachement et de pince sans rire très british. La musique, la mise en scène minimaliste, les décors, les dialogues, tout est fait pour que l'on reste dans la description de la petite vie rangée de Andy et Lance, et c'est absolument croustillant. Mackenzie Crook, à la fois ici réalisateur et acteur principal, nous montre un autre versant de son talent. Après avoir joué dans 2 épisodes du Pirates des Caraïbes et dans la série The Office, il trouve ici une façon originale de parler d'amitié avec des personnages un peu paumés qui arrivent dans une sorte de crise de la quarantaine. Proche de la nature et racontant des histoires d'amitié assez touchantes et réalistes, la série anglaise Detectorists est disponible en 3 saisons de 6 épisodes de 30 minutes sur arte.tv. Mais on peut en voir qu'une, ce qui a été notre cas. Une série qui repose et fait vraiment du bien. Nous terminerons avec un hommage avec l'annonce du décès de la comédienne française assez discrète Caroline Cellier, César de la meilleure actrice pour L'année des Méduses en 1985 et qui vient de mourir à l'âge de 75 ans. Elle commença sa carrière au théâtre dans les années 60 et Claude Chabrol l'engage 2 fois dans Que la bête meurt en 69 où elle tente d'échapper à la monstruosité de Jean-Yann et dans Poulet au vinaigre en 85 où elle essaie de fuir la folie perverse de quelques notables de province. Et la même année, elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour L'année des Méduses de Christopher Frank où elle irradie de sensualité radieuse et vole la vedette à la jeune Valérie Caprisky. Ce film est d'ailleurs disponible en streaming sur OCS. Avec une carrière de plus d'une centaine de films, signés des plus grands, Chabrol, Lelouch, Molinaro, Verneuil, Lauzier, elle refusait la facilité, peut-être la raison de sa discrétion.
Actrice aussi mélancolique et exigeante, elle fut longtemps l'épouse de Jean Poiret, qui pour elle réalisa, d'après un roman d'Alexandre Jardin, son unique film, Le Zèbre, qui célébrait sa beauté, sa mélancolie et son insatisfaction permanente. C'est son fils Nicolas qui a annoncé son décès. Aujourd'hui, on se quitte pour quelques minutes, mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d'hypocrisie, ma lune, ma mône, ma mère, ma bataille, a écrit Nicolas Poiret, son fils. Une disparition d'une grande dame discrète saluée par l'ensemble de la communauté du cinéma et du théâtre. Au revoir Caroline Cellier, au revoir madame. Et c'est sur cet hommage que nous terminons cette semaine ce podcast. On espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour de meilleures nouvelles du monde du cinéma avec une nouvelle sélection de films et séries juste avant Noël. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Ciné-Critique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et Tumblr. Très bonnes semaines à toutes et tous, protégez-vous bien et à jeudi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.